La priorité pour le président Wilson, c'est la création de la Société des Nations, la SDN, qui va avoir pour mission de maintenir la paix dans le monde. Alors, cette SDN, elle va fonctionner jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Elle va avoir quelques succès et beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs pour un certain nombre de raisons. D'abord, elle sera critiquée parce qu'elle est, comme on dit, un club de vainqueurs, c'est-à-dire que les pays fondateurs sont les pays vainqueurs, et les pays vaincus, comme l'Allemagne, vont devoir attendre plusieurs années avant de rentrer dans cette Société des Nations. Ensuite, la Société des Nations n'aura jamais d'armée, et par conséquent devra se contenter de mesures économiques contre les pays accusés de mener des guerres contre un autre pays, mais ça ne sera jamais totalement efficace. Surtout, le problème principal, c'est que la Société des Nations est créée à l'initiative de Wilson, mais les États-Unis n'en feront pas partie. C'est-à-dire que quand Wilson rentre aux États-Unis, il doit faire ratifier le traité de la SDN, c'est-à-dire qu'il faut que les parlementaires américains l'acceptent et ils vont le refuser. Du coup, la SDN est tout de suite handicapée par ce refus des États-Unis d'y participer. Le traité de Versailles va être considéré par les Allemands comme ce qu'ils appellent un diktat, c'est-à-dire une paix dictée. Alors, je précise tout de suite, la conférence de Paris va donner lieu à différents traités de paix. On va faire en fait un traité de paix avec chaque ennemi vaincu. Le traité de Versailles, c'est seulement le traité qui concerne l'Allemagne. Vous aurez ensuite un traité de Sèvres avec la Turquie, traité de Trianon avec la Hongrie, etc. Le plus important, c'est évidemment le traité de Versailles, et très souvent, quand on parle du traité de Versailles, on fait allusion indirectement à l'ensemble des traités de la conférence de 1919. Alors, pourquoi un diktat? Parce que les Allemands sont exclus des négociations. Donc, ce sont les vainqueurs qui prennent les décisions et qui ensuite proposent le traité de paix aux Allemands. Sauf que si les Allemands refusent, la guerre reprend et évidemment, les Allemands, qui d'ailleurs sont en plein bouleversement politique, les Allemands sont incapables de reprendre une guerre. Et ils savent que pour leur population, ça aurait un impact absolument désastreux. Et même si la guerre reprend, la paix qui la suivrait serait probablement encore plus sévère. Donc les Allemands vont être en partie contraints de signer ce traité de Versailles. Donc signé, comme vous le voyez ici, dans la Galerie des Glaces, afin pour les Français de prendre leur revanche sur les Allemands qui, en 1871, avaient proclamé l'Empire allemand dans cette même Galerie des Glaces. En quoi consiste le traité de Versailles? Vous le verrez dans la fiche que je vous ai distribuée, enfin que je vous ai mis que j'ai mis sur la plateforme. L'Allemagne doit se désarmer, plus de service militaire, une armée extrêmement réduite, avec très peu, voire quasiment aucune arme nouvelle, type avion blindé, etc. L'Allemagne perd 15% de son territoire, notamment l'Alsace qui est rendue à la France, et des territoires qui sont donnés à la nouvelle Pologne. L'Allemagne doit aussi payer des réparations de guerre, notamment à la Belgique et à la France, et on inscrit dans le traité de Versailles qu'elle est responsable de la guerre. Ça sera très très mal vécu par les Allemands, qui considèrent qu'ils ne sont pas les seuls responsables de la guerre, mais c'est une façon aussi pour les Alliés de justifier les réparations. Comme les Allemands sont responsables, ils doivent payer pour les destructions. Plus généralement, cette conférence de 1919 va modifier les frontières de l'Europe avec notamment le démembrement de l'Empire d'Autriche.
c'est probablement, c'est la modification territoriale la plus importante, et la création de nouveaux États à l'est de l'Europe. Alors vous voyez, création d'une toute petite Autriche, d'une petite Hongrie, création d'une très longue Tchécoslovaquie, des territoires qui vont être donnés à la Serbie pour créer ce qu'on appelle la Yougoslavie. La Roumanie va également s'agrandir. Aux dépens de la Russie, qui est en pleine guerre civile, on va recréer une Finlande indépendante, les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, et surtout on va recréer une grande Pologne qui récupère des territoires allemands, des territoires autrichiens et surtout des territoires russes. Un grand chamboulement à l'est de l'Europe, la création de tout un ensemble de pays qui ont deux objectifs. Si on prend notamment la Pologne et la Tchécoslovaquie, alliées de la France, il s'agit de prendre à revers l'Allemagne au cas où elle redeviendrait une puissance menaçante. Le problème, c'est qu'en réalité, la Pologne et la Tchécoslovaquie n'ont pas les moyens d'être une véritable menace pour l'Allemagne. Également, il s'agit de s'opposer à la Russie communiste et de créer, comme le dit Foch, un cordon sanitaire qui protégerait l'Europe. Mais là encore, c'est illusoire, puisqu'on va créer un ensemble de pays qui sont trop faibles pour s'opposer soit à l'Allemagne, soit à la Russie. Dans le reste du monde, quand même, les Français et les Anglais vont récupérer les colonies allemandes et vont également récupérer un certain nombre de territoires de l'Empire ottoman au Moyen-Orient, sous forme de mandat de la SDN. Alors, c'est un truc un petit peu hypocrite, c'est-à-dire que un territoire comme la Syrie va être confié par la SDN à la France. En pratique, c'est quand même très très proche d'une colonie. Donc en Afrique, la France va récupérer le Cameroun et le Togo allemand. L'Angleterre va récupérer la Namibie et la Tanzanie allemande, etc. Ce nouvel ordre international qui est créé en 1919 va s'avérer très fragile. Et en fait, il va falloir plusieurs années avant que la situation en Europe se stabilise. Pourquoi? D'abord à cause de la guerre civile en Russie. Dès que Lénine prend le pouvoir, ou à peu près, la Russie entre en guerre civile jusqu'en 1922. Les bolcheviks, qui sont notamment à Moscou et dans les territoires autour, vont devoir défendre leur pouvoir face à tout un ensemble d'opposants, ce qu'on va appeler notamment les armées blanches. Les armées blanches, vous voyez ici Koltchak ou Denikin, qui sont des partisans de l'ancien régime et qui veulent détruire le pouvoir bolchevique. Ces armées blanches sont aidées, vous voyez, par les Anglais, les Américains, les Français. Alors, les Français vont notamment intervenir en Ukraine pour aider l'armée de Denikin. Au final, les bolcheviks vont gagner, mais ça va être une guerre très complexe qui va déstabiliser tout l'est de l'Europe. Va se greffer sur cette guerre civile russe une guerre entre la Pologne et la Russie communiste, avec finalement une victoire tant bien que mal de la Pologne en 1920. Et là encore, les Français vont aider les Polonais à faire cette guerre. Tout l'est de l'Europe est dans un climat de guerre. C'est aussi la vague révolutionnaire en Europe, inspirée par la révolution russe et par la défaite des empires centraux. Vous voyez des mouvements révolutionnaires en Allemagne, notamment le mouvement spartakiste à Berlin, qui va être impitoyablement réprimé par la Nouvelle République, avec notamment l'assassinat de ses meneurs, Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. Révolution également en Hongrie,
avec la proclamation de la République soviétique hongroise par Béla Kun. Et là encore, il faut une intervention des voisins, de la Serbie, de la Roumanie et de troupes françaises pour détruire le mouvement révolutionnaire. Vous voyez cette propagation de la révolution dans l'Est de l'Europe. Ensuite, tout un ensemble de territoires qui sont contestés et il va falloir des règlements entre ces pays, grâce notamment à la SDN, pour calmer un certain nombre de situations. Deux exemples, vous voyez ici la Silésie, convoitée à la fois par l'Allemagne et la Pologne, avec des combats de ce qu'on appelle les corps francs allemands, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie vraiment d'une armée officielle, mais ils se battent quand même contre des Polonais, et il faut l'organisation d'un plébiscite de la SDN, un référendum par la SDN, pour diviser la Silésie entre l'Allemagne et la Pologne, mais ça laisse des tensions. Même chose, vous voyez, entre l'Italie et la Yougoslavie, des tensions très importantes, et là encore, l'intervention de la SDN pour empêcher des reprises de guerre. Ça va encore plus loin en Turquie, puisque la Turquie va carrément refuser d'appliquer le traité de paix, traité de Sèvres de 1920. Ce traité, vous le voyez sur la carte, fait perdre à la Turquie de nombreux territoires au profit des Grecs à l'ouest et au profit de la création d'une grande Arménie à l'est. Mustafa Kemal, un général de l'armée turque, va décider de reprendre la guerre, va réussir à vaincre notamment les Grecs et va en fait contraindre la communauté internationale à renégocier un traité, ça va être le traité de Lausanne de 1923, qui redonne à la Turquie un certain nombre de territoires perdus. Et ça va se faire au même moment, Mustafa Kemal va proclamer au même moment la République de Turquie. Donc là, on est carrément dans une contestation totale de l'ordre de Versailles et une contestation qui va être une réussite pour Mustafa Kemal. Autre problème qui va empoisonner les relations internationales pendant plusieurs années, la question des réparations allemandes, puisque les Allemands font tout pour ne pas payer, notamment en disant qu'ils n'en sont pas capables, en essayant de jouer sur la monnaie. En 1923, la France en a marre et va occuper la région industrielle de la Ruhr, à l'ouest de l'Allemagne, pour en fait se payer directement sur l'Allemagne. Ça va entraîner une hyperinflation en Allemagne, on va payer avec des brouettes de billets, mais c'est aussi une façon, cette hyperinflation, de ne pas payer les réparations. Au final, cette occupation de la Ruhr, qui s'achève en 1925, c'est un échec total pour la France, puisque c'est la France qui passe pour le pays agressif et nationaliste, et la France est très critiquée par ses anciens alliés, le Royaume-Uni et les États-Unis. Il va falloir en fait attendre le milieu des années 1920 pour qu'il y ait une normalisation des relations internationales. Le symbole, c'est ce que je vous ai mis sous la forme de cette caricature, c'est la signature entre la France et l'Allemagne, avec le soutien du Royaume-Uni, des accords de Locarno, qui vont apaiser les relations entre France et Allemagne, et l'Allemagne va notamment reconnaître ses frontières occidentales. Cela dit, elle ne reconnaît pas les frontières orientales avec la Pologne, donc tout reste très tendu à l'est de l'Europe. De façon générale, l'ordre versaillais est toujours critiqué par des États dits révisionnistes, qui veulent réviser le traité. L'Allemagne, évidemment, la Hongrie, qui s'estime trop petite, l'Italie, qui pourtant est un pays vainqueur, mais qui aurait voulu faire davantage de conquêtes. Donc une situation en partie apaisée au milieu des années 20, mais qui reste très fragile. Et tout dépend en grande partie du contexte économique. Dans la deuxième partie des années 20, le contexte économique est bon, ce qui permet d'apaiser les tensions. Mais avec la crise de 1929, l'Europe va être à nouveau ébranlée et toutes les tensions qui n'ont pas été réglées dans les années 20 vont très rapidement ressurgir, avec notamment l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler.